Top 5 des jeux joués en août 2022. 1, 2, 3, 4. Alors c'est pas que je sais plus compter, mais j'ai dû cacher un jeu pour tourner cette vidéo parce que je profite que Chris ne soit pas à la maison. Je sais pas à quelle heure elle rentre, donc on va tourner le début de la vidéo rapidement. Pourquoi j'ai caché ce jeu? Parce que Chris voulait jouer uniquement à ce jeu en août. Elle y jouait le matin, elle voulait jouer le soir. On allait au parc de jeux avec les enfants pendant que les enfants s'amusaient, elle le ramenait dans son sac, elle voulait absolument y jouer, donc vous allez le découvrir après. On se retrouve tout de suite. Le premier jeu de ce top est donc Dungeon, Dice and Danger. Non, je crois pas que ce soit ça, c'est Dice, Dungeon and Danger. De toute façon, il y aura Dice, il y aura Dungeon, il y aura Danger, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est un jeu de roll and write, et justement... Bon, je pense que j'ai 10 minutes avant que Chris revienne, je vais faire assez vite pour vous le présenter, je vais vous le chercher. Où est-ce que je l'ai mis encore ce jeu? Ah, c'est là, c'est vrai. Bon, je vous le récupère. Voilà, c'est bien Dungeons, Dice and Danger, un roll and write de Richard Garfield. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on aime beaucoup les roll and write. Le roll and write préféré de Chris et moi, c'est Tréfuté de Wolfgang Warsch. Je pourrais même dire que Wolfgang Warsch est devenu mon auteur préféré l'année où il a sorti Tréfuté. Et il a sorti en même temps Charlatan de Belcastel, deux excellents jeux que je vous conseille. Il a détrôné Vladas Vatil, qui était mon ancien auteur préféré. C'est vrai que Vladas Vatil, je l'aimais beaucoup à l'époque où il sortait des gros jeux comme Dungeon Lords, comme Mage Knight. Quand il a basculé sur le côté Codename et les petits jeux d'ambiance, bon, Codename était un très bon jeu, il a eu un énorme succès, et il a arrêté de faire des gros jeux. Ça a laissé la place libre dans mon cœur. Quand Chris m'a dit que ce jeu, elle le trouvait meilleur que Tréfuté, qui est son roll and write préféré, et le mien aussi, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, la première partie, elle m'a dit « Mais Laurent, c'est intéressant ce jeu ». La deuxième partie, ça a été « Je veux tout de suite y rejouer », et ensuite, c'était parti, elle voulait plus jouer qu'à ça. Et... Attendez. Non, tu es rentrée déjà, ma chérie? Mais... Non, je t'attendais pas si tôt, c'est tout. T'as dit que t'allais faire les courses. Ouais, t'as fait vite, hein? Non, bah je tourne une vidéo là. Ouais, ma deuxième vidéo, je suis trop content. La première a bien plu, du coup j'enchaîne. Quel thème? Bah c'est les jeux experts, les jeux de Stefan Feld. Expert de Stefan Feld, oui, voilà. Le top 5 des jeux de Stefan Feld. Tu sais que c'est un auteur que j'aime bien. Tu veux voir? Bah c'est... Oui, je l'ai retrouvé dans la ludothèque. Oui. Ouais. Bah tu sais, quand on a plein de jeux comme nous, parfois il y a des jeux qui se perdent. Tu les ranges, t'arrives pas à les retrouver. C'est pour ça j'arrive plus à le trouver. On a dû jouer à autre chose, ouais. Ouais, bon, on peut y rejouer tout de suite. Mais je fais ma vidéo... Bon, bah allez. Oui, bah ok, allez, on y va. On va jouer. Alors j'ai associé les deux 4 pour faire 8. Les deux 1 pour faire 2. Allez le boss, bien sûr. À toi de lancer. À toi. Quoi? T'as fini? T'as tué le boss déjà? Bah, j'ai pas fini de tuer le boss. J'ai encore des monstres à tuer aussi. Et tu les as tous tués toi? Ok. On compte? Bah voilà, 79. Ça fait 98. Ouais, bah t'as encore gagné. L'autre feuille? Non, bah non, fais pas l'autre feuille. Non, faut que je fasse ma vidéo, désolé. On va pas faire ça maintenant. 98. Pas possible. On reprend la vidéo. Alors, voilà, Dungeon, Dice and Danger. Encore une partie, jouée en août. Et Chris qui me bat encore. J'ai un taux de victoire totalement catastrophique sur ce jeu. Chris m'explose à chaque partie. Elle kiffe ce jeu et en vrai je l'aime aussi beaucoup ce jeu. Je vais pas dire que c'est devenu mon jeu préféré en termes de roll and write.
Elsie, très clairement, Chris conseillera ce jeu à tout le monde. Je note avec plaisir qu'il y a un petit 1 sur cette boîte d'Aléa. J'ose imaginer qu'ils vont nous ressortir ce format de boîte qui est très bien. Et j'aimerais beaucoup voir d'autres feuilles pour Dungeon Dice and Dungeon. Cette boîte de base contient déjà 4 donjons. Le principe de ce roll and ride, c'est qu'à son tour, on va lancer les dés et on va associer les dés par 2. En tant que joueur actif, moi je peux utiliser le dé noir, ce que ne peut pas faire le joueur passif. On va ensuite cocher les cases de notre donjon, des cases adjacentes, le but étant d'aller tuer les monstres, récolter les trésors pour faire le maximum de points. Si jamais je ne peux pas cocher une case, je vais perdre des points de vie et il y a des petits bonus à utiliser. Donc le thème est véritablement bien rendu. On sent bien cette exploration de donjon. On se sent vraiment à la recherche de trésors et à taper les monstres jusqu'à taper le boss. C'est plutôt grisant, alors que si on regarde bien, c'est juste une grille avec des numéros, comme peut l'être très futé. Mais le Richard Garfield a vraiment réussi à nous faire vivre une aventure, et ce jeu, on va le faire découvrir à pas mal de joueurs, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je publie mon top 5 des roll and write. Je l'ai déjà fait sur ma page Instagram, mais ça serait pas mal de le refaire en vidéo pour pouvoir vous parler plus en détail des particularités de chacun de ces jeux. Et je vais pouvoir remettre ce jeu là où je l'avais planqué, en espérant que Chris ne regardera pas cette vidéo. On enchaîne avec Tainted Grail, la chute d'Avalon. Alors, Tainted Grail de base, c'était une grosse déception, parce que je l'ai pris sur Kickstarter il y a 2 ans, je l'ai pledgé, et je l'ai vu en boutique. J'ai vu pas mal de gens y jouer avant moi, la hype elle est bien redescendue, je l'ai attendu pendant vraiment longtemps, et quand j'ai reçu la boîte, je me suis dit bon, est-ce que j'y joue vraiment ou pas? Et j'ai bien fait de ressortir cette boîte parce que déjà, regardez-moi à quel point cette boîte elle est belle, elle est vraiment ultra stylée. Tainted Grail, c'est un jeu que je joue en solo et c'est vraiment la configuration que moi je vous conseille. Il y a tout un background et toute une histoire dans ce jeu qui est absolument incroyable. La narration est très bien faite, on va se retrouver à explorer des lieux et selon notre avancement dans la campagne, le lieu ne va pas nous révéler les mêmes choses et on va avoir différents choix même selon le personnage que l'on joue et ce sont des choix vraiment très impactants. Moi je suis arrivé dans un lieu, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous parler vraiment du tout début de l'aventure et je vais vous montrer les toutes premières cartes que vous allez avoir, donc c'est pas la peine de zapper pour cause de spoil. En tous les cas, je suis arrivé dans un lieu où j'ai eu un choix à faire et j'ai fait le mauvais choix selon moi et ça a eu des répercussions vraiment terribles sur ma partie. Et je me suis senti mal. Ce que je reproche parfois à ce genre de jeu, c'est un peu de répétitivité, notamment sur les principes de la chasse. Ici, on doit chasser, on doit se nourrir, mais c'est jamais répétitif parce qu'on a un petit deck de cartes de combat que l'on va pouvoir faire évoluer tout au long de la partie. À chaque fois qu'on va devoir se nourrir, ça va être un combat qu'on mène, parfois contre un sanglier enragé, qui va nous mettre la misère totale parce que c'est un jeu qui est très difficile. Il va falloir bien maîtriser ses enchaînements de cartes, bien utiliser ses capacités. Et même chose, on a un deck de diplomatie pour gérer les rencontres qu'on va faire avec les villageois. Par exemple, on va arriver dans un village, les villageois vont pas forcément nous accueillir les bras ouverts, il va falloir leur prouver qu'on est digne d'intérêt, c'est avec ce deck de diplomatie que l'on va jouer. Les enchaînements de cartes sont très bien trouvés, il faut enchaîner les symboles. Moi je trouve ces mécaniques vraiment subtiles. Je suis à environ 9 parties du scénario. Je ne jouais pas beaucoup en solo avant, mon jeu préféré en solo c'était Mini Rogue. C'est le tout premier jeu qui m'a fait jouer en solo, Mini Rogue, où on va explorer excusez-moi, où on va explorer un donjon. Je vais vous mettre la boîte par ici pour vous montrer le livret d'exploration. C'est peut-être un aspect qui manque à Mini Rogue, c'est côté exploration. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même tarif, hein, mais là on a véritablement un livret d'exploration qui va nous emmener énormément de situations. Je vous jure, je me sens observé dans cette vidéo, je comprends pas du tout. C'est peut-être ce jeu là qui me fait ressentir ce malaise. En tous les cas, Tainted Grail, un excellent jeu que je vous conseille. Tainted Grail est arrivé avec son extension. Oh, le poids de cette boîte est juste incroyable.
J'ai été surpris, j'étais pas prêt. L'extension L'Âge des légendes est le dernier chevalier. Quand je vois le nombre de temps que je passe là-dessus pour mener à bien... Là j'ai fait 3 chapitres. Je me dis quand est-ce que je vais finir cette campagne et pourquoi j'ai pris cette extension. Mais bon, c'était Kickstarter. Et j'ai pris aussi, de façon optionnelle, vous la trouverez en boutique, l'extension... Les monstres d'Avalon. C'est une boîte qui ne contient que des figurines, aucun gameplay. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, on va pouvoir avoir parfois des gardiens qui vont nous poursuivre sur la map, qui sont des monstres plutôt balèzes qu'on va essayer d'éviter de croiser, ou qu'on va aller affronter quand on se sent vraiment fort pour récupérer des trésors fabuleux. Et c'est normalement les cartes qui vont suivre et qui vont indiquer la position du gardien. Si on prend cette extension, on aura les figurines de gardien, donc des figurines vraiment magnifiques, mais alors là, c'est vraiment pas indispensable, surtout vu le prix. Ce qui est incroyable dans Tainted Grail, c'est que le scénario va nous dire de faire quelque chose, et au fil du chapitre, on va nous dire, bah voilà, on a accompli tel événement, et ben on peut aller chercher la suite de cet événement, voilà la suite du scénario, ou alors à nous de trouver une façon de faire avancer l'histoire. Donc on va explorer les lieux à la recherche de cette façon de faire avancer l'histoire. Parfois on va s'allier avec une personne, ce qui va nous empêcher de nous allier à une autre personne, et ce qui va nous conduire à amener l'histoire vers un chemin totalement différent que ce qu'on aurait eu en allant vers un autre moment du scénario. Je trouve ça extrêmement bien fait. Chris, je me sens pas bien, je comprends pas, j'ai... Non, c'est pas mal à la tête, c'est un sentiment bizarre. C'est que j'ai envie de parler de Mini-Rogue, en fait. Et il n'était pas prévu dans mon top, et je sais pas du tout pourquoi. Tu crois que je peux inclure Mini-Rogue, même si j'y ai pas forcément joué en août? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bon, bah écoute, je vais aller prendre la boîte, alors. Alors je sais pas du tout pourquoi je vous en parle, mais Mini-Rogue, c'est mon jeu solo préféré. Et il arrive dans une toute petite boîte, on va explorer un donjon avec des dés. Ça peut être très vite punitif, mais c'est surtout très drôle et on a envie tout de suite d'y retourner. On a plusieurs personnages dans la boîte de base, un personnage que je considère comme injouable qui est le croisé et qui m'a fait avoir quelques sueurs froides. On a 3 autres personnages très forts dont le mage et Mini-Rogue, si vous aimez les jeux en solo, moi je vous le conseille, il est excellent. Au lieu de craquer pour une énorme boîte comme ça, si vous n'êtes pas sûr, vous allez passer de très bons moments avec. Et si vous arrivez à réussir à finir le donjon avec le croisé, il faut absolument le mettre en commentaire parce que vous allez avoir mon admiration éternelle. Tu vois, ça va beaucoup mieux en ayant parlé de Mini-Rogue. Je sais pas du tout ce qui m'a pris, mais je pense que je vais ramener Mini-Rogue en bas pour y jouer plus souvent. En tous les cas, je vous ferai une vidéo dédiée à Tainted Grail parce qu'il y a énormément à en dire et je pense que vous pouvez trouver là un jeu qui va vous accompagner sur de très longues heures de jeu. D'ailleurs, c'est un reproche que moi je fais avec Kickstarter, c'est que les éditeurs, quand ils mettent des jeux sur Kickstarter, on se retrouve avec énormément de matériel, énormément de styles de gameplay et limite on pourrait jouer à ce jeu pour les 20-30 prochaines années sans problème tellement ils mettent du contenu. Je ne sais pas qui est capable d'investir autant de temps dans un seul jeu, donc maintenant je freine un peu mes Kickstarter. J'ai eu le plaisir en août de jouer au jeu qui a reçu l'As d'or à Cannes en 2022 catégorie expert, Les Ruines perdues de Narak, qui est un excellent... Comment ça, c'est pas lui qui a reçu l'As d'or, Chris? Quoi, c'est Dune Imperium? Tu peux vérifier, c'est pas possible. C'est pas possible que Dune Imperium passe devant ce jeu. T'es sûr? Dune Imperium. On enchaîne donc avec le jeu qui a failli recevoir l'As d'or à Cannes en 2022, donc Les Ruines perdues de Narak. J'ai eu le bonheur de découvrir l'extension en août, et l'extension elle contient quoi? Elle contient de la symétrie. Wow. Elle contient beaucoup d'asymétrie. Alors si vous avez suivi ma première vidéo, vous savez que la symétrie, j'ai dû le répéter 4 ou 5 fois dans la vidéo, j'aime beaucoup ça, et cette extension va nous emmener quoi? Elle va nous emmener des personnages de départ asymétriques, avec des capacités chacune différente, et surtout des decks de cartes de départ différents. Alors sur cette partie, moi j'ai joué un personnage qui avait 3 ouvriers, ce qui est assez fort, mais il commence avec une 3e carte peur, pendant que Chris a joué un perso qui se base plutôt sur les artefacts, qui récupère des boussoles juste pour les artefacts, et qui a des artefacts de départ qui lui sont réservés. Elle a trouvé ça plutôt nul, moi j'ai trouvé mon perso bien stylé. Comme je vous ai dit, au niveau de la symétrie, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la partie, elle m'a dit « Tu as gagné parce que ton perso était totalement cheaté ».
cheaté. Alors qu'en vrai, je l'ai explosé sur cette partie, ça a fait peine à voir. Oui, exploser, le mot un peu fort, je suis d'accord. Mais tu veux qu'on regarde les scores? Et elle m'a dit, voilà, ton personnage était trop fort, et je lui ai proposé, moi, direct, de re-enchaîner, de refaire une partie où on inversait les personnages. Je prenais son personnage, elle prenait le mien pour tester. Elle a refusé, voilà. Donc les autres personnages de la boîte de base, puisqu'on a 6 personnages, 6 chefs d'expédition, on en a un qui commence qu'avec un seul ouvrier, ce qui me semble assez compliqué, mais il doit avoir ses compensations. On a aussi un qui joue avec un petit faucon, donc c'est chouette. On a aussi 2 temples différents par rapport au jeu de base. Nous, on a essayé celui qui contient un gardien. On a aussi plein de nouvelles cartes, dont certaines très stylées, qui viennent directement avec le jeu de base, donc même si on ne joue pas avec la symétrie ou les nouveaux temples, en prenant ça, on va tout de suite ajouter des nouveaux artefacts et des nouveaux objets. Et pour moi, cette extension, elle est indispensable pour ça. Narak fait partie de ces jeux que je considère comme des jeux parfaits pour faire une montée de gamme. C'est-à-dire ce jeu qui va vous emmener ou emmener d'autres joueurs de votre entourage vers des jeux experts. Et d'ailleurs, cette gamme Yellow Expert, elle est très bien faite pour ça. Moi, je considère les Yellow Experts comme des jeux accessibles pour justement passer du familial plus au vrai jeu expert. On a par exemple Korra ou l'Antre du Roi de la Montagne dans cette gamme qui sont de très bons jeux aussi. Et dans les Ruines Perdues de Narak, on a un mélange entre poste d'ouvrier et deck building. La mécanique, elle est subtile parce que le deck building, on va pas piocher beaucoup de cartes. Du coup, c'est vraiment un début de deck building. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va acheter des objets qui vont venir sur notre pioche, qui vont nous permettre d'avoir ces objets pour la manche d'après, ou si on arrive à avoir des effets de pioche de cartes tout de suite, et on va avoir des artefacts qui vont être des objets en quelque sorte qui vont pouvoir être activés immédiatement, qui vont ensuite revenir dans notre deck par le biais de notre défausse, et à ce moment-là il faudra par contre payer une petite ressource pour pouvoir la jouer. Et pareil, on a une mécanique de ressources où on va pouvoir faire évoluer nos ressources. On a les pièces qui servent à quelque chose, les boussoles qui servent à quelque chose, tout est imbriqué. On peut faire notre partie à aller monter sur le temple, on peut faire des explorations, on peut vraiment tout faire. La pose d'ouvrier, elle est subtile dans le sens où on n'a que 2 ouvriers toute la partie, on n'en aura pas d'autres. C'est une particularité assez intéressante d'un jeu pour de la pose d'ouvrier. Généralement on récupère d'autres ouvriers, là non, on n'en aura que 2, et ces 2 ouvriers, on va pouvoir soit les mettre sur les emplacements de base, soit les mettre sur des emplacements dont on ne connaît pas le gain. Et c'est le petit côté vraiment sympa du jeu où on va découvrir un lieu, les ressources que ça va nous apporter, le gardien que l'on a à affronter, et essayer de faire matcher tout ça. Vraiment, moi, les Ruines Perdues de Narak, c'est le jeu qui m'a le plus plu l'année dernière, donc j'étais vraiment ravi de pouvoir y jouer avec son extension, et je n'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Oui Chris, t'auras un autre perso, on en aura 2 et puis on choisira celui qu'on préfère. Ça, c'est un bon truc à faire avec les persos de départ quand il y a de la symétrie. Et on continue avec les Gardiens de Havresac. Alors les Gardiens de Havresac, ça fait partie d'une catégorie de jeux qu'on adore ici, c'est les jeux de backbuilding. Quand cette mécanique a été inventée, on était sur le deck building et on s'est dit, et si on mettait les cartes dans un sac, au lieu de piocher, on allait piocher plutôt des jetons. Et c'est comme ça qu'est né le backbuilding. Alors très certainement, ça a dû être bien plus subtil que ça, mais bon. Nous les backbuilding, on aime beaucoup Orléans, qui est un backbuilding expert. On aime aussi les Charlatans de Belcastel, j'en ai parlé juste avant, un backbuilding qui a connu une histoire mouvementée par ici, et je vous en parlerai une prochaine fois. C'est un jeu qui a failli finir jeté par Chris tellement elle avait ragé sur une des parties, mais bon, maintenant elle s'est réconciliée avec le jeu et elle adore y jouer. Et Gardien de Havresac, justement, c'est un jeu où on va avoir cette mécanique, on va placer des héros dans le sac, on va les piocher et on va les récupérer sur la carte, des faits où on va affronter des monstres, le voleur va pouvoir récupérer des trésors, on va pouvoir réparer des villages. Le matériel contient énormément de petits pions en bois, c'est un matériel de qualité incroyable. Par contre, au niveau de la mise en place, ça peut être assez long. Donc nous, ce qu'on aime faire, comme la partie est véritablement très courte, c'est qu'on aime enchaîner 2 parties et varier les pouvoirs des personnages, parce que chaque personnage, par exemple ici la guerrière, elle a une phase jour, une phase nuit qui va avoir 2 pouvoirs différents. Quand je dis pouvoir, c'est 2 façons de se déplacer sur la carte et 2 effets différents. Le jeu est très léger, c'est un jeu qu'on peut faire découvrir à plein de monde, c'est très facile à prendre en main. Voilà, on pioche un jeton dans son sac, on le déplace, on en pioche un autre, on le déplace, au final on a tué des monstres, on a réparé des villages, ça va nous donner un certain nombre de points d'achat et un certain nombre de points de victoire. Avec les points d'achat, on va pouvoir acheter à nouveau d'autres personnages et ainsi de suite. On sait à peu près où les monstres vont arriver, puisque chaque endroit sur la carte va faire apparaître un unique monstre
au cours de la partie, donc on peut essayer d'anticiper aussi. Un des défauts du backbuilding qui est évité puisqu'on va piocher tous les jetons dans son sac, c'est juste l'ordre des jetons qui va différencier nos parties. Voilà, moi je vous le conseille, ce Gardien de Havresac, c'est un très très bon jeu. Et je reviendrai vers vous sur une autre vidéo pour parler des meilleurs jeux de backbuilding. Quoi ? Non, oui, t'as bien entendu, j'ai pas parlé d'Altiplano. Non, j'ai pas fait exprès. Oui, je sais que c'est un jeu qui fait partie de ton top 10 et qui est un jeu de backbuilding. Oui, j'aurais pu en parler là, mais je vais en parler dans mon top 5 des jeux de backbuilding. Oui, il sera peut-être premier. Sûrement. Ouais. T'inquiète pas. Et on enchaîne avec l'Hippogramme. L'Hippogramme est un excellent party game où il va falloir, comme on le voit sur l'illustration de la couverture, il va falloir faire deviner un mot à son partenaire sans prononcer la lettre qui est indiquée sur l'application. Parce que c'est un jeu qui va être accompagné d'une application qui est toute mignonne, où on va voir ce petit hippopotame courir vers la ligne d'arrivée, et si jamais il y arrive, eh ben on a fini la manche. Quand on va se tromper, on va devoir cliquer sur la lettre et l'hippopotame va avancer encore plus vite, ce qui constitue une pénalité. Et si jamais on a réussi à trouver le bon mot, on va cliquer sur l'hippopotame et du coup on va rester en course dans la manche. Deux modes de jeu, un mode défi où on va être tous ensemble, et là on va essayer de progresser selon les défis. Ça va être de plus en plus difficile parce que faire deviner des mots quand il faut prononcer aucun mot avec la lettre G, ça va. Mais quand c'est la lettre R, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors quand c'est des voyelles comme A ou O, c'est vraiment l'enfer. Ce jeu me fait penser beaucoup au vieux jeu télévisé Pyramide. Alors quand vous allez entendre ça, vous allez dire « Pyramide, mais il a quel âge, Laurent ?» Eh ben, déjà je vous le dirai pas. Mais ensuite, j'y retrouve les sensations et c'est pas du tout péjoratif. Moi, c'était une émission que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais tout petit, Pyramide. Et l'Hippogramme, je retrouve un peu ça. Deuxième mode de jeu, c'est le mode compétitif où là on a deux équipes et là c'est vraiment excellent. Autant le mode défi il est très chouette, autant le mode équipe contre équipe c'est incroyable parce que justement on va essayer d'écouter attentivement si l'équipe prononce la lettre, et alors si on entend la lettre ou si c'est une lettre muette mais que c'est pas celle qu'il fallait dire, on va cliquer vite sur la pénalité. C'est un affrontement vraiment sans pitié, et quand on trouve le mot on va rapidement aller toucher cet hippopotame, parfois in extremis, donc c'est vraiment chouette. Par contre c'est vraiment stressant, donc quand j'y fais jouer, les gens jouent avec plaisir une ou deux parties et ensuite ils me disent stop, là on a besoin de souffler parce que c'est un jeu qui va vous demander toute votre concentration. Ça va être difficile de pouvoir enchaîner les parties, mais c'est sûr qu'on va à nouveau vous le réclamer ensuite. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite sélection des jeux qui vont bien vous faire stresser dans les soirées, parce que j'en ai d'autres, notamment Stay Cool ou Keep Cool, qui sont des jeux qui vont vraiment faire monter la tension et ça crée un petit boost nerveux dans la soirée, c'est pas trop mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je reviens très vite avec du nouveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Et à bientôt. Chris, j'ai fini ma vidéo YouTube. On peut y aller? Ouais, tranquillement, on va à la plage. Ouais, si tu veux, on peut ramener un petit jeu. Dungeon Dice. Non, mais je sais plus où. Ouais, je peux le chercher, mais je sais pas trop où. Je sais pas trop où je l'ai rangé et en fait, on est pressé là. Prends un autre petit jeu que tu vois plutôt, non? Et puis, c'est pas la peine de regarder ma deuxième vidéo YouTube. Ouais, elle est pas. Non, elle est pas franchement terrible.